La toute première fois que j'ai touché à un crochet, je n'étais pas encore crocheteuse. Juste une tricoteuse un petit peu curieuse, un petit peu rêveuse, qui se baladait dans les allées d'un salon nommé l'Aiguille en fête. Ça ferait une très bonne chanson en vrai. J'avais 18 ans et je tombe par hasard sur un stand initiation au crochet. Je me dis parfait! Pourquoi pas? C'est le moment d'essayer quelque chose de nouveau. Et comment dire? La suite a été un enchaînement de catastrophes, de malaises pédagogiques. C'est pas compliqué, la personne en face de moi, elle était très gentille, hein, mais ça allait pas. Elle ne regardait pas vraiment ce que je faisais, elle me montrait les gestes super vite, et elle me répétait tout le temps « Mais si, c'est simple! Oh !» Sans jamais ralentir, sans jamais changer sa façon d'expliquer. Et je me suis sentie extraordinairement bête, bloquée, frustrée, et surtout pas du tout accueillie dans mon apprentissage. Je suis repartie avec un pauvre début de granny que je n'ai jamais terminé, que je n'ai jamais retouché. Et cette petite phrase plantée dans ma tête, le crochet c'est pas pour moi parce que j'y comprends rien et mais si c'est facile. Et je me la suis répétée. Encore. Et encore, et encore, pendant des années. C'est pour ça que je dis souvent, tout le monde ne peut pas enseigner le tricot ou le crochet. Aimer une pratique, c'est pas suffisant. Il faut avoir la fibre pédagogique, savoir ralentir, reformuler, observer, encourager. Un bon prof, c'est quelqu'un qui peut t'expliquer quelque chose 100 fois de 100 façons différentes. C'est ce que j'aime bien dire en tout cas. Juste pour trouver celle qui marche pour toi. Et puis des années plus tard, maman de 2 enfants, enceinte du 3e, l'envie du crochet me revient. Mais cette fois, je me dis, je vais pas me faire avoir, je vais apprendre toute seule à mon rythme en appliquant les méthodes que j'enseigne au tricot dans le crochet. En gros, je me suis appliquée à moi-même ma propre pédagogie. J'ai appris, j'ai compris et surtout j'ai aimé. En quelques semaines, j'étais à l'aise. En quelques mois, j'ai créé mon premier modèle. Tout ça pour te dire, c'est pas toi qui es nul. C'est juste le mauvais moment, le mauvais cadre ou la mauvaise personne. Et parfois, il suffit juste de retenter. Différemment. Je n'ai jamais terminé ce premier granny, mais je suis très contente qu'au final, il n'ait pas défini mon histoire avec le crochet. Je parle, mais j'oublie complètement de me présenter. Bonjour, je suis Jaënel, créatrice des Triconautes, designer, auteur, professeur de tricot et crochet. Ici, on parle maille, erreur, progrès et plaisir, sans prise de tête, s'il vous plaît. Alors aujourd'hui, on va parler de toutes les erreurs que tout le monde fait au crochet lorsque l'on débute, celles qu'on ne t'a jamais vraiment tout à fait expliquées, celles qui te font douter, râler, pester et parfois même tout recommencer. Mais surtout, je vais te montrer comment les éviter. Bah oui, quand même, pour que tu gagnes confiance, que tu progresses vite et que tu profites enfin du crochet sans te prendre la tête. Promis, à la fin de cette vidéo, tu verras que le crochet, c'est pas qu'une question de technique. Non, c'est aussi une histoire de patience, de bienveillance et de petits déclic. Attends, avant de repartir crocheter, j'ai un petit cadeau pour toi. J'ai créé un guide anti-erreur, spécial débutants et débutantes. Un vrai kit de survie pour arrêter de galérer avec les erreurs de base en crochet. Et enfin comprendre pourquoi ton crochet te joue des tours. Dedans, tu vas trouver pourquoi chaque erreur arrive, comment la corriger et comment ne plus jamais la faire. Tu peux télécharger tout ça gratuitement, le lien est dans la description ou dans le commentaire épinglé. C'est gratuit, c'est pour toi, c'est cadeau. Et allez, c'est parti pour la première erreur. Première erreur, beaucoup trop serrer les mailles. La fameuse tension. La tension du fil, pas ta tension cardiaque. Non, celle qui fait que ton projet fonctionne ou ne fonctionne pas. Tu sais, ce moment où tu tires tellement sur ton fil que t'as l'impression qu'il grince, où tu sens tes doigts se crisper petit à petit, ton poignet qui chauffe, qui se tend un petit peu, ta main qui finit toute raide, notamment là, à ce niveau-là, là au niveau du poignet, comme si tu venais de soulever des haltères de 12 kilos. Oui, exactement ça, là, on l'a toutes et tous vécu. Je me souviens très bien de mon premier carré au crochet. J'étais concentrée comme jamais, déterminée à faire propre avec mes mailles serrées, et j'essayais de bien faire, et plus j'essayais de bien faire, plus je serrais. Résultat, au bout de 3 rangs, impossible de piquer le crochet dans les mailles. Super! Une brique textile, un chef-d'œuvre de crispation, c'était somptueux. Non. En général, ça c'est une combinaison de 2 choses. Déjà, la peur de défaire et la volonté de bien faire. Quand on débute, on veut que toutes les mailles soient parfaites. Alors on tire, on bloque, on serre, parce que tu comprends, on sait jamais si elle pourrait s'échapper, prendre ses petites pattes et aller à Tombouctou. Moi je pense que c'est une façon de garder le contrôle. Sauf qu'en crochet, plus tu veux contrôler, moins ça se passe bien. Et plus tu perds en fluidité. Et puis il y a la fameuse phrase qu'on se répète toutes et tous, si c'est lâche, c'est moche. Alors qu'en réalité, en crochet, c'est presque pas tout à fait le cas en fait. Faut être super souple de la main.
Faut être super zen. Parce qu'en réalité, en crochet, une maille, elle a besoin d'espace pour respirer. C'est ce qui donne ce petit côté moelleux, un petit peu régulier à l'ouvrage. Bon, bien sûr, je dis pas de faire trop lâche non plus, mais il y a toujours un entre-deux, hein, n'est-ce pas? En tout cas, crocheter serré, ça a des effets directs. Tu t'épuises physiquement, mains crispées, poignets endoloris, bras tendus, épaules tendues, tout tendu. Ensuite, ton crochet a du mal à passer à travers les boucles, donc tu forces, tu tires, tu abîmes le fil, et le rendu est rigide, ou en partie gondolé, et souvent aussi beaucoup plus petit que prévu. Si tu t'amuses à faire un vêtement avec cette tension-là, c'est même pas la peine. Tu risques de finir avec un top taille enfant, alors que tu avais prévu pour qu'il fasse un taille M. Bon alors, comment on fait pour corriger ça? Déjà, on respire, littéralement. Et ça paraît bête comme chou, et tout le monde me dit « Ouais, c'est bon, j'ai une aile, pas la peine d'aller là-dedans. » Quand tu respires, ton corps se détend. Ta main aussi. Alors, essaie de crocheter en expirant doucement. Je te dis pas de te transformer en yogi, hein, ok? Juste... Voilà, là on peut démarrer. Tu te sens mieux, hein? Ensuite, on relâche la main. Si tu remarques que les doigts commencent à blanchir, notamment là au niveau des jointures, et que tu tiens le crochet comme une épée, faut s'arrêter. On secoue la main comme ça, on détend les épaules, on boit une gorgée d'eau, une gorgée de café, selon ce que tu préfères. Moi, j'ai pas bien dormi cette nuit, donc c'est forcément le café. La joie des bébés de 4 mois qui font leurs dents en pleine nuit. N'est-ce pas? Bref. Autre technique, changer de taille de crochet. Si tu es toujours tendu malgré tout, essaie un crochet une demi-taille plus grand. J'ai dit une demi-taille. Et fais de demi-taille en demi-taille. Une taille, c'est beaucoup. Donc une demi-taille, c'est bien. Ça va te forcer à crocheter plus souplement. En fait, c'est mécanique en fait. Alors bien sûr, il faut aussi faire attention à ne pas prendre un crochet trop gros non plus. Parce que sinon, on se retrouve avec quelque chose de trop aéré. Bref. Essaie de choisir aussi un fil qui est plus doux, plus glissant. Les fils secs et poilus comme le coton ou l'acrylique agrippent le crochet. Si tu débutes, privilégie une laine toute douce, si possible torsadée. Elle est pas torsadée, c'est une laine mèche, mais elle est toute douce. Tu verras la différence directe. Hein. Ce que tu peux faire, c'est même tout de suite là maintenant, tu prends 2 bouts du même fil. Sur le premier, tu crochettes comme d'habitude, donc en serrant, et sur le second, tu te forces à te relâcher. C'est ce que j'ai fait moi pour me débloquer à ce niveau-là. Et tu compares les deux. Et tu vois, c'est le jour et la nuit. Le premier, il va être rigide, pas forcément très régulier. Et le second, les mailles se posent mieux, tout est mieux. Tu sais, on a toutes et tous connu ce moment où tu tires tellement fort que t'as le crochet qui se bloque. Il est bloqué dans la maille. Tu tires, tu tires, tu tires. Tu te dis, mais pourquoi c'est aussi dur? Puis t'entends le petit... du crochet qui force là, et tu pries pour qu'il ne se torde pas. Bon, ça cassera pas, sauf s'il est en plastique, mais ça ne devrait pas casser. Mais ton moral, lui, il risque d'en prendre un coup. Alors retiens ça, le crochet, ce n'est pas un combat, c'est un dialogue entre toi et ton fil. On n'est pas en train d'étrangler son crochet. Si tu tires trop, il va te le dire direct. Si tu le laisses respirer, tu vas voir que le crochet, il va s'envoler, ça va être... du grand lyrisme, comme on dit. Et crois-moi, quand tu trouves ce juste équilibre, tout change. Les gestes deviennent plus fluides, t'as moins mal au poignet, les points sont plus réguliers. Ah, apaisé. Apaisé. Deuxième erreur, ne pas compter les mailles. L'erreur la plus universelle. Même les personnes qui ont 40 ans d'expérience continuent de compter les mailles. Hein. Et franchement, ils, elles, ont raison. Parce que le scénario, tu le connais sûrement. Hein. Tu démarres ton projet plein de motivation, tu fais ton premier rang. Nickel. Le deuxième rang, à peu près aussi. Puis sans savoir comment, à partir du troisième, le rectangle commence à pencher légèrement d'un côté. Tu crois avoir fait 20 mailles? Non, t'en as fait 19 ou 22. Et là, ton carré parfait devient un trapèze tristement bancal. C'est pas que t'as mal compté, c'est que t'as pas compté du tout en fait. Alors ça arrive parce qu'on est pressé, on n'a pas envie de se taper les comptes à chaque fois. Sauf que non, le crochet, il est traître. Il y a les mailles, elles viennent se cacher derrière en mode... tu m'as pas vu, et c'est là que tu perds une maille, que tu oublies de la faire, que tu oublies de la travailler, ou que t'en ajoutes une sans faire gaffe. Alors c'est pas toujours très grave, hein. Si dans un travail en granit, tu te retrouves avec 2 brides au lieu de 3 dans un cluster, ma foi, ça se bidouille. Mais là où il y a des conséquences immédiates, c'est quand les rangs se répercutent les uns sur les autres. L'ouvrage se met à pencher, ça s'élargit, ça se resserre. Tu finis par dire mais je comprends pas, pourtant j'ai tout compté, qu'est-ce qui se passe? Du coup, bord irrégulier, ouvrage qui n'a pas la bonne forme, motif qui se décale, t'as envie de tout balancer. Mais le pire, c'est la frustration, hein. Parce qu'au fond, tu sais que t'aurais pu l'éviter. Il fallait juste compter. Alors, je vais te dire, moi, comment je fais maintenant. La première chose, c'est de marquer ta première et ta dernière maille. Parce que t'as pas forcément envie de devoir tout compter tout le temps. Dès que tu démarques ton rang, tu places un petit marqueur dans la première maille, puis dans la dernière. Comme ça, tu sais exactement où est-ce que ça commence, où est-ce que ça finit. Ensuite, tu recomptes régulièrement. Pas besoin de le faire à chaque rang, mais on va dire tous les 2 ou 3 rangs. Et surtout, tu choisis un fil clair au début. Les fils foncés, noir, marron, bleu marine, qui cachent les mailles, on oublie. Les fils peluches, on oublie. Alors on est d'accord, hein, compter, c'est pas sexy, c'est pas rigolo. Mais c'est ce qui fait la différence entre un carré bien carré et une bague. Troisième erreur, mal identifier la première et la dernière maille. Erreur qui est très liée
à notre erreur précédente. La fameuse question existentielle que tous les débutants et débutantes se sont posés au moins une fois. Est-ce que je pique là ou est-ce que je pique dans la maille suivante? Tu termines ton rang, tu tournes l'ouvrage, et là, tu regardes ces petites têtes bouclantes demandant mais attends, je dois piquer où là? Et à la fin du rang, rebelote. Est-ce que je fais ici ou est-ce que je pique là? Un détail minuscule, mais THE détail qui va te permettre d'avoir des bords bien droits. Pas compliqué, hein? Quand tu piques pas au bon endroit, ton bord il fait un escalier comme ça. Et toi, tu te dis, mais je comprends pas, j'ai suivi le tuto comme il faut, pourquoi ça marche pas? En fait, le tuto, il a rien fait de mal. C'est juste que la première et la dernière maille adorent jouer à cache-cache. Parce que visuellement, les mailles de début et de fin en plus ne ressemblent jamais exactement aux autres. La première maille, souvent après les mailles en l'air, est un peu tordue ou aplatie, ou elle va se cacher dessous. Et la dernière maille, elle se cache derrière la maille en l'air du rang précédent. Histoire de faire simple, hein. Donc résultat, tu piques pas au bon endroit ou tu oublies de piquer au bon endroit. Ton ouvrage se met à pencher, les bords ne s'alignent plus, c'est la catastrophe. Déjà, tu peux te donner une petite astuce mnémotechnique. Pas compliqué, la maille du début ne se crochette jamais, sauf quand c'est indiqué. Donc autrement dit, si tu fais une maille en l'air pour commencer ton rang, cette maille compte souvent comme la première maille. Donc tu ne repiques pas dedans, tu passes directement à la suivante. Mais attention, certains modèles précisent ne comptent pas la maille en l'air comme une maille. Et dans ce cas-là, oui, on crochette dans la première maille. Bref, il faut suivre les instructions, quoi. Voilà. Et si c'est un projet sans modèle, comme un échantillon ou un carré d'entraînement ou un modèle que tu crées toi, eh bien, il faut faire un choix et surtout rester cohérent jusqu'au bout, parce qu'en fait, c'est ça le plus important. Ça devient n'importe quoi quand tu fais une fois je pique, une fois je pique pas, une fois je pique et puis une fois je pique pas. Là, c'est la catastrophe. D'ailleurs, je vais te montrer une petite astuce visuelle que j'utilise pour bien repérer la première et la dernière maille. Hop, je te montre ça. Alors, ma petite astuce pour toujours piquer au bon endroit et ne pas avoir des marges d'escalier parce que l'on ajoute ou on enlève des mailles à chaque rang, ça m'arrivait tout le temps au début, et pour avoir au contraire une belle ligne droite sur nos bordures, il faut piquer dans la bonne maille, et pour piquer dans la bonne maille, eh bien, il faut savoir où on pique. Donc pour cela, je vais te montrer ma petite technique. Donc là, je vais travailler en demi-bride, donc je vais travailler à partir d'ici. Et je vais faire ma première maille. Et la première chose que je vais faire, je viens de terminer ma première maille, la première chose que je vais faire, ça va être de placer un marqueur dans cette première maille, donc ici, là. Comme ça, en fait, lorsque je vais revenir à cet endroit-là, je saurai exactement où piquer et je saurai qu'il faudra que je pense à travailler cette maille-là qui, comme tu vois, a tendance à descendre. Comme elle a tendance à descendre et à se cacher par rapport au reste, on a tendance, du coup, à l'oublier. Donc c'est pour ça que, au début, je me retrouvais toujours avec des bordures qui partaient en escalier et avec des mailles soit en trop, soit manquantes, parce que je ne pensais pas à travailler la dernière maille, parce que je pensais qu'elle n'avait pas à se travailler parce qu'elle était un petit peu cachée. Donc bien sûr, tu peux compter à chaque rang aussi, hein, mais comme on ne pense pas tout le temps à compter tout le temps, l'astuce du marqueur permet vraiment de s'éviter des comptes et des recomptes encore et encore et encore. Donc là, je travaille en demi-bride tranquillement. Je fais ça jusqu'à la fin du rang. Voilà. Et là, je vais travailler dans la dernière maille de ma chaînette. Donc c'est officiellement la dernière maille de mon rang, celle-ci. Donc je vais la marquer aussi pour bien penser à la travailler au rang suivant. Voilà. Donc là, ma maille est marquée. On voit, il y a mon petit marqueur doré. Donc je sais que pour ma première maille, je vais devoir travailler ici. Donc là, j'ai piqué, j'ai validé l'endroit, donc je vais pouvoir retirer le marqueur. Et j'ai réalisé ma première maille et pareil, je déplace mon marqueur, je vais le placer dans ce qui est devenu la première maille. Voilà. Là, on est bon, donc là, le marqueur est bien accroché. On va pouvoir continuer le rang.
Voilà, donc là, je pourrais avoir envie de m'arrêter là et de me dire: «OK, c'est bon, j'ai terminé mon rang», c'est ce qui m'est arrivé, mais on voit bien que la première maille de notre rang, elle est là, en fait. Elle est ici. Donc il va falloir que j'aille la chercher parce qu'en fait, elle a glissé tout en bas. Donc je vais aller piquer mon crochet à l'intérieur. On voit bien que c'est la maille qui est marquée. Je retire mon marqueur. Et là, je sais que j'ai travaillé absolument toutes mes mailles correctement. Je m'empresse de remettre le marqueur pour marquer cette dernière maille qui va devenir ma première au rang suivant. Voilà. Et c'est tout. Et on fait suivre comme ça les marqueurs tout du long. Donc c'est un peu laborieux, mais j'ai fait le travail au début et après, au bout d'un moment, l'œil s'habitue et sait exactement où est-ce qu'il va falloir chercher la maille qui a tendance à glisser. Parce qu'à force, on commence à la repérer. Et comme on la repère après, au fur et à mesure avec l'œil qu'on développe, on pourra laisser tomber les marqueurs après. Maintenant, je n'en utilise plus et je sais exactement où est-ce que je dois piquer. Ça m'arrive d'en utiliser à nouveau sur les points les plus complexes, quand j'ai besoin d'y voir un peu plus clair pendant un temps. Et puis après, je les enlève parce que je sais où est-ce que je dois chercher ma maille qui a tendance à glisser à tel ou tel endroit. Voilà, c'est tout du coup pour avoir des bords bien droits. À présent, à toi de jouer. Cette erreur, elle vient pas d'un manque de technique, mais plus d'un piège visuel. Tes yeux voient une maille qui, en fait, n'en est pas vraiment une. Alors que la vrille, en fait, elle se cache derrière. Mais une fois que ton cerveau a bien capté le truc, normalement, tout s'éclaire. Et les bords restent parfaits, lisses, bien propres. Et après, tu peux t'amuser à vivre dangereusement, comme là je suis en train de faire, c'est-à-dire j'ai pas de marqueur du tout. Non, c'est pas une question de vivre dangereusement, c'est juste que tu sais maintenant que la maille, elle va se planquer là-dessous, et donc du coup, tu vas la chercher maintenant. Quatrième erreur, mal joindre en rond. AKA le cercle maudit dit la chaînette maudite. Le moment où tu crochettes en rond pour la première fois, en général, ça se passe pas très bien. Tu fais tes mailles en l'air tranquillement, tu fais ta jolie chaînette, tu t'apprêtes à la refermer pour fermer ton cercle, et là, catastrophe! La chaînette est toute tordue. Le rond devient une spirale improbable, tu fermes au mauvais endroit, et ton projet censé être la base d'un chapeau ou de je ne sais pas quoi d'autre, ressemble en fait à un tortellini géant version crochet. Bah pourquoi c'est si difficile? Bah déjà parce que la chaînette de départ, elle n'est pas très stable. Elle tourne, elle vrille, elle se tord sur elle-même au moment où tu essaies de la refermer. Pareil, c'est la catastrophe, la bérésina. Et comme tout le monde veut aller vite, allez hop, je ferme et je commence mon premier rang, n'est-ce pas? On oublie de vérifier si tout est bien plat. Ensuite, il y a le repérage de la bonne maille pour fermer, la fameuse question est-ce que je pique dans celle-là ou dans l'autre à côté, et boum, on se retrouve avec une jointure pas très propre et un cercle qui brille. Parfait, tout ce que je voulais éviter. Et enfin, le dernier grand classique, parce qu'il faut le dire, crocheter dans la maille de jonction, c'est-à-dire dans laquelle tu viens de fermer ton tour. Résultat, tu ajoutes une maille fantôme à chaque rang et ton cercle commence plat et finit en mode frisbee. Donc c'est pour ça, moi j'ai une super astuce pour éviter de tordre ma chaînette, je te montre ça tout de suite. Pour éviter de crocheter une chaînette en rond et d'avoir une chaînette qui se met à tourner sans cesse et d'avoir quelque chose qui est très difficile en fait à travailler, j'ai une petite astuce. Donc pour cela, on place un nœud coulant sur le crochet et je vais commencer ma chaînette comme si je voulais du coup réaliser ma chaînette pour travailler en rond après. Donc je vais faire 5 mailles en l'air, 3, 4, 5, je peux en faire moins également. Je vais laisser une grande boucle et je vais complètement retirer mon crochet. Et je vais aller piquer mon crochet de la gauche vers la droite, donc dans ce sens-là, pour attraper la première maille de ma chaînette. Et je vais récupérer ma boucle. Et je vais laisser ça comme ça. Donc j'ai ma première maille qui est sur mon crochet et ma maille chaînette du coup, mes chaînettes que je suis en train de travailler. Je vais continuer à travailler mes mailles en l'air pour former ma chaînette. Donc en travaillant uniquement dans la première boucle qui est sur mon crochet. Pas la boucle avec le fil qu'on voit ici. Donc je travaille ma chaînette. Là, on peut la faire aussi longue que l'on veut. Admettons que je m'arrête ici. Et normalement, à ce stade-là, tu dois te retrouver avec quelque chose qui est assez difficile à travailler, qui se tord dans tous les sens et il faut que tu lisses encore et encore et encore cette chaînette bien à plat avant de fermer pour t'assurer que ça ne vrille pas.
Et tu ne sais jamais vraiment où se trouve la première maille non plus. Enfin bref, c'est la foire, comme on dit. Eh bien moi j'ai une astuce. Regarde bien, je vais faire un jeté pour faire ma maille de jonction. Je passe à travers la première boucle et je vais passer à travers la boucle première qui était sur mon crochet. Et comme tu vois, j'ai une chaînette qui est bien plate, toute seule. Je vais pouvoir commencer à travailler en rond directement. Et j'ai eu aucun problème. Il n'y a jamais de torsion. Vraiment, il n'y a jamais de torsion. Je l'ai testé, retesté cette astuce. Il n'y a jamais de torsion du tout. C'est très facile à travailler et comme ça, au moins, tu es sûr que tu n'as jamais de torsion. Regarde la chaînette comme elle est bien plate. Je peux la travailler directement là. Voilà, ça c'est ma petite astuce pour crocheter, enfin faire ta chaînette et la travailler en rond sans avoir une chaînette qui se tord dans tous les sens. À présent, à toi de jouer. Voilà, avec cette technique, normalement, t'es paré, ça doit plus jamais vriller. Ensuite, ce que tu peux faire, c'est là aussi marquer chaque maille du premier tour avec un marqueur, oui, à chaque fois, parce que tu vas oublier. Oui, je sais, c'est fastidieux, surtout quand tu vas passer 2 minutes à clipser des petits bouts de plastique partout. Mais crois-moi, c'est le prix de la paix intérieure. Au deuxième tour, tu n'auras plus à te demander où piquer, tout sera beaucoup plus clair, beaucoup plus net et beaucoup plus précis. Et tu pourras te concentrer là, sur le rythme, ta tension, ton plaisir, et c'est tout. Le secret, c'est le bon repère, la bonne astuce pour éviter d'avoir une chaînette qui part à volo, et faire attention où on pique. Toujours. À présent, je voulais parler avec toi des petites erreurs qui sont plutôt liées au matériel et à la préparation lorsque l'on crochette. Déjà, première erreur, faire le mauvais choix de fil. Celle-là, tu t'y attends pas vraiment, je pense. Mais si tu l'as pas encore faite, t'inquiète pas, ton tour viendra. Ce n'est pas une menace, ça va vraiment arriver. Enfin, sauf si t'écoutes ce que j'ai à te dire aujourd'hui. Parce qu'on a toutes et tous eu un jour cette idée géniale. Oh, cette pelote noire avec des paillettes est absolument sublime. Elle est tellement belle, je veux apprendre avec ça. Et 5 minutes plus tard, tu réalises que tu viens de faire une immense erreur. Tu ne vois plus tes mailles, tu ne sais plus où piquer, tu tires, tu défais encore et encore et encore. Et tu finis par te dire, le crochet c'est pas pour moi. Bis repetita. Alors qu'en fait, c'est pas toi, c'est juste le fil le problème. Ça arrive parce qu'on aime choisir avec nos yeux. On oublie que le crochet c'est d'abord une histoire de toucher et de visibilité. Les fils noirs, les fils poilus, les fils pailletés ou texturés, les fameux fils doudoune là, peluche. Tout ça c'est magnifique, hein, mais c'est un cauchemar pour apprendre. Hein. Pourquoi? Parce qu'il cumule tous les défauts possibles. Les mailles se confondent les unes avec les autres, le crochet accroche dans les fibres, tu ne vois rien quand tu comptes et quand tu piques, et quand tu veux défaire, tu finis avec un amas de poils dans les mains et des nœuds. Donc en gros, tu passes ton temps à te battre avec ton fil, quoi. C'est pas compliqué, hein, la différence. Un carré avec du fil clair, etc. versus un carré avec du fil noir, le jour et la nuit, littéralement. Avec du fil clair, tu vois tous les détails, les espaces, les boucles, tout ce qu'il te faut. Avec du fil sombre, c'est l'enfer. Tu vois rien du tout, juste une masse sombre, à la limite des petits trous. Et quand tu veux corriger une erreur, bah c'est la loterie. Tu tires au hasard, tu perds une maille, c'est la cata. Et c'est exactement pour ça qu'il y a des débutants et des débutantes qui arrêtent le crochet beaucoup plus tôt que prévu. Parce qu'ils pensent qu'ils ne comprennent pas, alors qu'en fait, le problème, c'est le fil. Pas compliqué. T'as besoin de 3 critères pour choisir un bon fil lorsque tu démarres. La couleur, déjà. Toujours commencer avec un fil de couleur claire, beige, gris perle, rose poudré, écru, vert pâle, ce que tu veux. Plus c'est clair, plus tu vois ta structure de maille. Le noir, le marron foncé, le bleu marine, on oublie pour l'instant. Plus tard, ok, mais pour l'instant, on apprend, donc on a besoin de voir qu'est-ce qu'on fait. Ensuite, la texture. On choisit un fil lisse, bien torsadé, sans poils ni paillettes ni fanfreluches. Les textures bouclées, les fils chenilles ou velours, tout ça là, oui c'est chouette, c'est rigolo, mais ça cache les mailles, donc non. Et ensuite, l'épaisseur. Ni trop fin, ni trop gros. Le mieux je trouve c'est un fil catégorie DK, c'est un truc qui se fait en 4-5 mm, c'est parfait. Assez épais pour que les mailles soient visibles, mais pas trop pour éviter de fatiguer la main et le poignet. Et je vais te donner un petit détail que personne ne t'a jamais dit, il faut aussi faire attention à la torsion de ton fil. Qu'est-ce que c'est la torsion du fil? En fait, il faut savoir que dans le monde de la laine, de manière générale, il y a 2 types de fils. Les fils avec une torsion en S et les fils avec une torsion en Z. Là, t'es en train de te dire, ok, super, encore un truc technique complètement inutile. Non, c'est utile. Écoute bien. Quand tu crochettes, je sais pas si t'as remarqué, mais il y a certains fils qui ont tendance à se dédoubler quand tu commences à les travailler. Et plus tu les travailles, plus ça se dédouble et plus ça devient l'enfer. Ça arrive. Et ça arrive à cause de 2 choses. La façon dont tu crochettes et la torsion de ton fil. En fait, quand on est droitier ou droitière, on crochette en général dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Donc un fil tordu en S,
comme la plupart des fils européens, risque de se détordre au fur et à mesure. Résultat, tu te retrouves avec un fil qui a tendance à se dédoubler et tu comprends pas pourquoi. Et si tu es gaucher ou gauchère, c'est l'inverse. Certains fils vont se resserrer au lieu de se détendre, parce que tu crochettes dans le sens des aiguilles d'une montre. Donc les fils tordus en S sont parfaits pour toi. Et en fait, pour les droitiers et les droitières, il faudra plus chercher les fils torsadés en Z, si vraiment ça devient n'importe quoi. Mais il y a des fils torsadés en S qui fonctionnent bien. Mais il faut qu'ils soient bien serrés. C'est pas compliqué, fais un test avant de commencer. Tu crochettes quelques mailles, tu regardes comment se comporte le fil. Si ça se dédouble, change de marque, change de fil, change de torsion. L'autre torsion inverse, c'est la torsion en Z, et ça te permettra d'avoir du coup des finitions qui sont un petit peu plus jolies. Un fil qui se tient mieux, des mailles qui sont plus définies. C'est assez difficile à trouver, mais en Europe, on commence à en trouver de plus en plus. Moi, ce que je te conseille, si tu débutes, prends un fil de coton mercerisé, clair, lisse, c'est parfait pour voir tes mailles, bien comprendre la tension, défaire tranquillement. Donc c'est pas compliqué, des marques qui en a foultitude, la Katona, la Drops Safran, n'importe laquelle. Et si tu as un petit budget, tu peux peut-être aller sur de la fibre acrylique, mais moi je te conseillerais plus de la laine ou du coton, une fibre naturelle, parce que je trouve que l'acrylique ça a tendance à accrocher un petit peu. Et en plus à crisser, mais ça c'est perso. En tous les cas, le mauvais fil, c'est le piège numéro 1 des personnes qui débutent. C'est lui qui va te faire croire qu'en fait, t'es pas faite pour ça, alors qu'en fait, c'est juste le fil qui fait n'importe quoi. Erreur numéro 6, utiliser le mauvais crochet. Le fameux réflexe du débutant, oh j'ai un crochet qui traîne dans le tiroir, ça ira bien pour tester. Et c'est comme ça qu'on se retrouve à crocheter une pelote de 4 mm avec un crochet de 2,5. Ou pire, l'inverse. Résultat, on a un projet qui est aussi rigide qu'un dessous de plat, ou aussi mou qu'un filet de pêche. Pourquoi c'est un vrai problème ? Parce que la taille du crochet, c'est ce qui détermine la tension, la souplesse, le rendu final de l'ouvrage. Et quand c'est pas adapté, il y a tout qui se dérègle. Si le crochet est trop petit pour le fil, tu forces, les mailles sont minuscules, ton fil s'abîme, ton poignet chauffe, le projet devient rigide comme une planche à découper, c'est l'enfer. Si le crochet est trop grand, les mailles deviennent lâchées inégales, le point est flasque, ajouré ou le travail perd toute sa forme, tu n'arrives pas à garder ta régularité, tout semble bancal. Voilà. Et le pire, c'est que tu crois que le problème vient de toi, alors qu'en fait, c'est juste le crochet. C'est pas compliqué. Comment faire pour éviter cette erreur? Déjà, on regarde toujours l'étiquette de la pelote. Tu y verras un tout petit pictogramme avec la taille de crochet recommandée. Ça va te donner une idée approximative de ce avec quoi tu vas devoir travailler. Bien entendu, ça dépend du projet. Si c'est pour un amigurumi, on ne suit pas cette instruction et on prend un crochet qui est plus petit que ce qui est indiqué. Ensuite, ne te fie jamais à ton instinct. Le fameux « je pense que ça ira ». Non. Teste toujours avec un échantillon de 10 petites mailles. Si c'est trop raide, tu le sentiras direct. Il faut monter d'une taille. Si c'est trop mou, descends d'un cran. Et surtout, investis dans un petit set de crochets. Pas la peine de mettre des 100 et des 1000, mais avoir les basiques de 2 à 6 mm, c'est très bien. Et ça va te permettre d'adapter ton geste avec ton fil beaucoup plus facilement aussi. Petit bonus, écoute ton corps aussi. Et rends-lui service. Prends un gant de contention. C'est pas compliqué, ça coûte pas très cher et ça peut te soulager. Moi, j'ai un kyste synovial qui apparaît ici quand je commence à trop travailler, que ce soit le tricot ou le crochet, et je les utilise très souvent. Ça permet de soulager, ça fait un petit point de pression, ça fait beaucoup de bien. Le crochet, c'est pas un simple outil interchangeable. C'est ton prolongement, ça va dicter ton rythme, ta tension, ton plaisir. Alors avant de commencer un projet, demande-toi toujours, est-ce que mon fil et mon crochet s'entendent bien? Parce que quand c'est le cas, tout devient fluide, léger et beaucoup plus facile. 7e erreur, ne pas lire l'étiquette de fil. Tu vois cette étiquette de papier là? Celle-là même. Ici, là. Celle que tu as envie de déchirer et que tu jettes sans même la lire. Eh bien, c'est la notice d'un pull qui ne finira pas en serpillère. Oui, cette toute petite étiquette contient toutes les informations vitales pour ton projet. Et pourtant, 9 débutants sur 10 l'ignorent complètement. Alors pourquoi c'est une très grosse erreur? Parce que l'étiquette de fil, ça va être ton GPS pour absolument tout. Tu vas avoir une idée de la taille de crochet que tu vas devoir utiliser, tu sauras comment entretenir ton ouvrage, tu connaîtras la composition du fil et donc tu peux t'attendre à peu près à comment il va pouvoir réagir. Prenons une étiquette classique. C'est pas compliqué, dessus tu as plein de petits symboles. Le petit carré d'échantillon avec la taille d'aiguille ou la taille de crochet recommandée. C'est pas compliqué, les aiguilles c'est des aiguilles croisées et le crochet, c'est un crochet. Ensuite, tu as l'échantillon pour te donner pareil une idée approximative, c'est-à-dire tu ne passes pas la case de l'échantillon. Il faudra le faire quand même, c'est juste pour te donner une idée. Parce que les échantillons que tu vois sur les pelotes, c'est les échantillons réalisés par défaut, par des machines. Donc il faut toujours refaire l'échantillon, c'est juste une base. Ensuite, les instructions de lavage. Bon alors là, c'est comme quand on doit laver les vêtements. Les symboles de bassine, fer à repasser, triangle, sèche-linge, blablabla, voilà. La composition du fil, 100% coton, 70% acrylique, 30% laine, etc., etc. Est-ce que la laine a été traitée? Par exemple ici, c'est de la laine vierge avec de la soie, sauf que c'est écrit un petit peu plus bas, superwash, donc ça veut dire que ça passe à la machine. D'ailleurs, le fait que ça soit superwash m'indique également quelque chose de très précieux, ça veut dire que mon fil aura tendance à plus s'étirer au blocage, parce que c'est le superwash qui est comme ça. Et aussi, très important,
Le numéro de bain, petit numéro souvent négligé mais crucial, il indique le lot de teinture. Deux pelotes de la même couleur mais de bains différents peuvent avoir une très légère différence de colorimétrie, une très légère différence de ton. Et oui, même à un chiffre près. Par exemple, là, le mien c'est 46-166. Si j'ai une autre pelote avec 46-167, c'est un numéro de bain différent, hein, même si c'est qu'à un chiffre près. Et c'est le genre de détail qui te ruine un pull entier. Hein. D'un coup c'est rose et puis là c'est rose plus foncé, tu comprends pas pourquoi. Hein. Souviens-toi, tu ne fais pas que crocheter un fil. Non, tu travailles une matière qui est vivante. Cette étiquette, c'est le manuel d'utilisation de cette matière. Ça t'indique comment la travailler, comment l'entretenir et comment éviter les mauvaises surprises. Donc, quand tu commences un projet, oblige-toi à lire l'étiquette. Tu sais, comme quand tu es sous la douche et tu sais pas quoi faire. Tu lis la bouteille de shampoing. Ou il y a que moi qui le fais ça. Je sais pas. Eh bien, tu t'obliges à lire cette étiquette. Tu la découpes, tu la glisses dans ton sac à projet, tu notes dessus le crochet utilisé, la date du projet, et comme ça, tu gardes tout. Tout petit geste, hein. Mais crois-moi, ça va te sauver la vie, plein de fois. Alors, la prochaine fois que tu tiens une pelote dans les mains, fais-moi plaisir. Lis cette étiquette. Passe pas à côté. Ton futur toi, ton futur pull, ton futur châle te remerciera. 8e erreur. Acheter des gadgets inutiles. T'as déjà craqué pour un accessoire révolutionnaire qui promettait de changer ta vie de crocheteuse, je sais pas moi, un anneau en forme de licorne pour tenir ton fil, un compteur de rang panda, ou ce support à pelote qui tourne tout seul comme une toupie. Et puis 3 jours plus tard, tout ça finit dans une boîte. Avec les autres trucs indispensables que tu n'utiliseras en fait jamais. Je le dis, hein, même moi je suis tombée dans ce piège plein de fois. Tu vois ça, c'est joli, c'est mignon, ça a l'air pratique en théorie, et t'as envie de te sentir pro aussi. Tu te dis, ah si j'ai les bons outils, je crochetterai mieux. Non. Tu peux avoir la panoplie complète de gadgets Etsy, si la tension est mauvaise, ou si tu ne sais pas lire le modèle, ça va rien changer du tout. Hein. Les gadgets ne compensent pas le geste, la patience ou la régularité. Non, ce qu'il te faut vraiment, c'est un bon crochet, un seul, adapté à ton fil, avec un manche confortable. Moi, je peux te dire, hein, j'en ai testé plein des crochets. Au final, je suis tombée amoureuse des Etimo. J'adore leur texture, j'adore le toucher, j'adore tout. Le glisse, tout va bien. Mais avant de savoir ce que j'aimais, j'ai testé plein de crochets. J'ai acheté plein de crochets à l'unité, j'ai tout testé, j'ai testé toutes les marques, et je peux dire ce que j'aime pas, pourquoi c'est bien, pourquoi c'est pas bien. Ensuite, il te faut aussi des marqueurs de mailles, ou à défaut des trombones, des boucles d'oreilles, des petits morceaux de fil colorés. Le but, c'est juste de pas perdre le début de rang, ou de pouvoir différencier première et dernière maille, comme on a vu tout à l'heure. Ensuite, paire de ciseaux, petits, précis, qui coupent, hein, pas des ciseaux à bourron, hein, pas ceux de la cuisine, et un mètre de couture pour vérifier les dimensions. Et c'est tout. Avec ça, tu peux faire 100% des projets crochet. Tout le reste, c'est du confort, du bonus ou du pur plaisir d'achat. Je juge pas, hein, c'est tout à fait possible aussi. Le vrai problème des gadgets, c'est pas qu'ils soient inutiles, c'est qu'ils encombrent ton espace mental et physique. Tu passes plus de temps en fait à chercher ton compteur de rang panda plutôt qu'à crocheter. Tu sais plus où tu as mis ce fameux anneau de tension et pendant tout ce temps, ton projet, il avance pas. Plus de gadgets, plus de bazar, mais moins de crochets. Est-ce que c'est vraiment utile? Mais je sais pas trop. Alors en résumé, avant d'acheter un gadget, demande-toi, est-ce que ça va vraiment me permettre de crocheter plus ou est-ce que ça va juste me donner l'impression d'être organisé? Et si la réponse est la deuxième, eh bien attrape le crochet, range-moi cette carte bleue et reprends ton ouvrage. Parce qu'au final, le meilleur accessoire de crochet, c'est toujours celui qu'on tient entre les doigts. Avant qu'on continue sur la prochaine erreur, j'ai quelque chose pour toi. Si tu t'es reconnu dans ce qu'on vient de voir, si tu t'es déjà dit « mais pourquoi mon carré il part en diagonale et pourquoi mon fil il fait ce qu'il veut ?» Eh bien j'ai un petit guide pour toi qui va te simplifier la vie. Mon guide anti-erreur de crochet, spécialement fait pour les débutants et les débutantes. Dedans tu vas trouver pourquoi chaque erreur arrive, comment la corriger et surtout comment l'éviter la prochaine fois. Tu peux le télécharger gratuitement dès maintenant, c'est pour toi, c'est gratuit, c'est cadeau. Donc fais une pause ou termine la vidéo et reviens après pour récupérer ton guide et on continue ensemble sans refaire les mêmes galères. 9e erreur que l'on voit très souvent, ne pas lire les modèles. Tu ouvres un modèle, tu regardes 2 minutes, tu te dis « Ah ça va, j'ai compris le principe !» Non, parce que 3 heures plus tard, tu vas te retrouver avec une manche qui est 3 fois trop longue, un col qui s'enroule sur lui-même et un rectangle qui n'a rien à voir avec les photos. Je sais qu'au début, un modèle, ça peut faire un peu peur. Tous ces symboles, toutes ces abréviations, toutes ces lettres, oh mon dieu, toutes ces instructions, ces parenthèses, ces astérix. On dirait un mélange entre des maths et des codes secrets, mais on se dit qu'on va comprendre en regardant. Sauf que le crochet, c'est un langage visuel et très logique. Chaque abréviation, chaque symbole a un sens très précis. Et quand tu les ignores, eh bien tu perds très vite le fil. Sans mauvais jeu de mots, hein. Chaque ligne te dit quoi faire, dans quel ordre et combien de fois. Mais attention, il faut bien t'assurer aussi de bien comprendre la langue dans laquelle c'est écrit. Si tu es bilingue et tu travailles aussi avec les modèles de crochet en anglais, n'oublie pas qu'il y a 2 grandes écoles, le crochet américain et le crochet britannique. On n'a pas les mêmes termes. Et devine quoi? Parfois ils utilisent les mêmes mots pour des points différents. Exemple parfait, en anglais américain, la maille serrée ça se dit single crochet, et en anglais britannique, comment ça se dit?
Ça ne se dit pas single crochet, ça n'existe pas. Non, ça se dit double crochet. Et tu sais ce que c'est le double crochet aux États-Unis? C'est une bride. Ouais, génial. Je sens qu'on va s'éclater. Donc on lit bien le modèle. En anglais, en français, en japonais, on lit toujours le modèle correctement. Pour moi, c'est ça. Il y a un allié imparable, c'est le carnet de crochet. Si c'est pas compliqué, tu tiens un journal de crochet. Un petit cahier ou un Notion si t'es plutôt sur du numérique ou une application de prise de notes, ce que tu veux. Et tu notes les points que tu apprends, les conversions que tu maîtrises, les fils utilisés, la taille de crochet de ton modèle, les ajustements que tu as fait, les impressions sur chaque projet. C'est un outil magique pour progresser. Parce que chaque projet t'apprend quelque chose en soi. Et si tu le notes, tu le retiendras mieux. Autre erreur très fréquente que je retrouve en tricot comme en crochet, ne pas lire le modèle jusqu'à la fin. Tu trouves un modèle magnifique, tu télécharges le modèle, tu jettes un œil rapide, tu dis ouais c'est bon, vas-y j'ai compris, je me lance de suite. Et 3 heures plus tard, c'est l'enfer. Tu découvres en fait qu'il fallait 2 pelotes en plus, un crochet spécial que tu n'as pas, ou une technique que tu n'as jamais vue de ta vie. Résultat, le projet s'arrête net, au milieu d'une pelote, et ton moral avec. Je le sais, on est excité, on est impatient, on a envie de commencer maintenant tout de suite. On pense que lire le modèle en entier, vas-y c'est une perte de temps, je comprendrai bien au fur et à mesure. Non, en réalité ça te fait gagner des heures et ça t'évite des crises de nerfs. Lire jusqu'au bout, ça va te permettre de comprendre le rythme du projet, les changements de couleur s'il y en a, les finitions et surtout ce qu'il te faut avant de commencer. Lire, c'est se préparer. Donc avant de commencer un projet, on prend 5 minutes pour bien lire le modèle en entier. On vérifie le matériel complet, fil, crochet, aiguille à laine, blablabla, les techniques nécessaires pour réaliser ça. Un point inconnu? Ok, pas de souci. On se pose, on le teste tranquillement sur un échantillon, et ça va bien se passer. Les abréviations et symboles s'il y en a, parce que chaque créateur a sa manière d'écrire et qu'il n'y a pas vraiment de standardisation. Donc on lit la légende, on note les équivalences et on fait un mini test avant pour voir si tout fonctionne bien. Moi ce que je te conseille c'est d'utiliser les surligneurs. Tu surlignes les points clés, les changements de taille de crochet, les rangs d'augmentation, les transitions de couleurs, les finitions, tout. Non, tu stabilotes pas tout, sinon ça sert plus à rien, mais t'as compris l'idée, tout ce qui est important. Si tu regardes pas le modèle en entier, c'est comme si tu voulais monter un meuble Ikea sans avoir le plan. Tu vas mettre la planche du dessus sur la planche du dessous, et tu vas faire des trucs comme ça, tu vas te retrouver avec une armoire qui est comme ça. Donc avant de commencer un projet, on prend le modèle, un surligneur, une tasse de thé ou de café, et on lit le modèle. Posé. Et on lit tout. 11e erreur, ne pas comprendre l'échantillon. L'échantillon, c'est ce petit carré de 10 par 10 que personne n'a envie de faire. Tu sais, celui que tu sautes en te disant « Ah, mais c'est bon, ça ira, j'ai la même laine, le même crochet, ça devrait aller. » Non. Ça suffit pas. C'est la base absolue si tu veux un pull, un bonnet, je sais pas moi, des chaussettes qui sont bien ajustées, bien adaptées. Ça se fait pas au doigt mouillé, ça. Parce que l'échantillon, c'est ton empreinte de tension. Personne n'a la même que toi. Tu peux utiliser la même pelote, le même crochet, le même modèle que la voisine et pourtant vos ouvrages seront complètement différents. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas la même façon de crocheter. Chaque façon de crocheter est unique. Ta main gauche tire plus ou moins fort sur le fil, ton geste est plus ou moins fluide et tout ça, ça change la densité de ton point. Donc en gros, pour répéter, pour celles et ceux qui auraient raté, un échantillon, c'est un carré test de 10 par 10 minimum que l'on crochette avant de commencer pour vérifier que la tension correspond à celle du modèle. Exemple typique, dans un modèle 16 mailles, 20 rangs, 10 cm en bride, crochet 4 mm. Si ton carré fait 10 cm pile, t'es parfait, change rien. Si c'est plus grand, la tension est plus lâche, donc il faut descendre d'une taille de crochet. Si ça fait plus petit, ça veut dire que tu serres trop, ça veut dire qu'il faut monter d'une taille de crochet. C'est tout simple, mais ça change tout. C'est comme ça que tu te retrouves avec un pull où t'arrives pas à passer les bras, où tu pourrais y ranger un chat, ton oreiller et un ours polaire dedans. Et là, c'est la frustration ultime, des heures de travail fichues à la poubelle, pour un vêtement qui en plus est importable. Moi, voilà ce que je te conseille. Tu fais un échantillon comme indiqué dans le modèle, c'est-à-dire même fil, même point, même taille de crochet. Tu le bloques tranquille, tu regardes le rendu, tu le mesures. Si ça manque ou si ça dépasse de 1 ou 2 mailles, on refait en ajustant la taille de crochet. Tu peux avoir de la chance, hein. Alors bien sûr, il y en a qui vont dire « Oui, mais moi j'en fais jamais, ça se passe toujours très bien. » Oui, bien sûr, tu peux avoir de la chance. Mais la plupart du temps, tu finiras avec un vêtement qui tombe pas comme tu voulais. L'échantillon, c'est pas une perte de temps. C'est une assurance qualité pour notre projet. C'est 10 minutes de crochet pour des heures de satisfaction après. Et c'est la différence entre un projet qui rend bien et un projet qui fonctionne pas du tout. 12e erreur, vouloir aller trop vite. Celle-là, on la connaît toutes et tous aussi, hein. Tu découvres le crochet, tu regardes 2 vidéos YouTube, tu fais ta première chaînette et là, le cerveau s'emballe. Bon, maintenant, vas-y, je vais faire un pull. En 2 jours, je vais le faire. Sauf que non, pas encore. Pas encore, pas tout de suite, non. Et c'est normal. T'as envie d'aller vite parce que t'es motivé, t'es enthousiaste, t'es impatient ou impatiente de créer quelque chose à toi, quelque chose de vrai. On veut passer de statut débutant à vraiment, hey, je fais vraiment mes vêtements en crochet, c'est cool. Mais le crochet, c'est comme la musique ou la cuisine. Tu vas pas faire une symphonie le lendemain que t'as acheté un piano. Et tu ne réussis pas à un soufflet du premier coup avant d'avoir appris à battre les os correctement. Il faut d'abord apprendre le geste, la logique, le rythme et surtout
surtout, il faut laisser le corps et le cerveau s'habituer à ce mouvement répétitif. Quand tu veux aller trop vite, tu accumules les frustrations. Ton projet est plein d'erreurs et tu comprends pas pourquoi. Tu passes plus de temps à défaire qu'à crocheter, et très vite tu crois que le crochet c'est trop compliqué. Sauf qu'en fait, t'as juste voulu courir avant de savoir marcher. Alors avant le pull, il y a le carré. Et avant le carré, il y a la maille. Et avant la maille, il y a la patience. Donc fais-toi les mains sur des mini-projets, des bandes d'entraînement pour tester la régularité, des carrés granits pour comprendre les coins, les changements de couleur, des échantillons pour apprendre à gérer la tension, des petits accessoires pour t'exercer sans te décourager. Ce sont ces petits projets courts mais gratifiants qui seront parfaits pour progresser sans te mettre la pression. Dis-toi que chaque petit projet terminé, chaque point appris, chaque carré, c'est une marche vers le grand projet que tu souhaites vraiment faire. Et le jour où tu feras ton premier pull, tu le feras avec plaisir, confiance et fierté. Pas avec des à peu près et des jurons à chaque rang, quoi. Vouloir aller vite, de toute façon, c'est la meilleure façon de t'épuiser. Mais apprendre pas à pas, c'est la garantie d'aimer le crochet pour longtemps. On commence petit, on avance lentement, on ne s'arrête jamais. Parce qu'au crochet, ce n'est pas la vitesse qui compte, c'est le plaisir du fil entre les doigts, la fierté de voir son geste s'améliorer. On va continuer cette fois avec tout ce qui sera erreur mentale, on va dire. Barrière mentale et émotionnelle. Déjà, la première erreur, c'est de vouloir te comparer aux autres. Petit réflexe que tout le monde a, surtout au début. Tu ouvres Instagram, Pinterest, et là tu vois des ouvrages parfaits, des granny squares qui sont droits comme des i, des pulls pastels parfaitement bloqués, des amigurumi au visage super craquant. Tu regardes ton carré un peu bancal avec un coin qui tire la tronche et tu te dis bon, je pense que c'est pas pour moi. Eh non, ce que tu vois, ce ne sont pas les débuts, ce sont des années de pratique, des dizaines de projets et souvent plusieurs tentatives ratées avant la photo finale. Personne ne pose son granny déformé, son amigurumi borgne ou son pull avec une manche qui est 3 fois trop longue. Et pourtant tout le monde y passe. C'est juste que ça, ça se montre pas. Ton premier projet, il sera forcément un peu tordu et c'est très bien. Chaque maille un peu de travers, chaque bord irrégulier, c'est une trace de ton apprentissage. C'est ton style qui est en train de naître. Moi aussi j'ai eu des ratés épiques. J'ai encore un granny qui tire la tronche. Ou mon amigurumi qui devait être un lapin qui ressemble en fait à une souris. Mais je garde tout ça précieusement parce que ça me rappelle d'où je viens. Si tu veux vraiment te comparer, fais-le à toi-même. Ça, c'est intéressant. Garde une photo de ton premier ouvrage, puis reprends la même photo quelques mois plus tard avec ton dernier ouvrage. Tu verras la différence, crois-moi. Ton fil sera plus régulier, ton geste sera plus fluide, ton ouvrage sera plus net, plus souple, plus maîtrisé, et tu réaliseras à quel point tu as avancé, à quel point tu as progressé. Rappelle-toi, les autres ne sont pas tes rivales. Plus des repères. Leur perfection à eux n'est pas un point de départ, mais une destination. Et ton crochet, même s'il est un peu tordu, est déjà une victoire. C'est un pas de plus vers ce que tu souhaites atteindre. Ne laisse pas les images parfaites t'empêcher de créer. Surtout pas. Parce que le crochet, ce n'est pas la perfection, c'est la progression. Ton granny bancal d'aujourd'hui sera ton chef-d'œuvre demain. Alors garde-le, aime-le et continue à crocheter. Petit à petit, à ton rythme à toi. Autre erreur, abandonner trop vite. Et je sais de quoi je parle sur celle-là. C'est sans doute la plus triste des erreurs, celle qui te fait ranger ton crochet dans un tiroir en te disant de toute façon j'y arrive pas, c'est pas pour moi, j'ai pas la patience, blablabla. Et pourtant t'étais si proche, parce qu'on veut bien faire tout de suite, parce qu'on se compare, parce qu'on se crispe, parce qu'on rate, qu'on défait et qu'à force, oui, je sais, ça devient décourageant. Et c'est aussi parce qu'on oublie une chose essentielle. Le crochet, c'est un apprentissage lent. Ce n'est pas un sprint. Ce n'est pas si facile que ça. C'est une marche à ton rythme, à toi. Et parfois, ça prend du temps. Et il n'y a pas de souci. Et que ce soit ça ou que ce soit juste un arrêt parce que parfois, il faut savoir s'arrêter. Parce que ton corps aussi a besoin de repos. Parce que parfois, il y a des moments où tu n'as peut-être plus envie de crocheter. Le fil, dans tous les cas, il te jugera jamais. Ton crochet non plus. Ils t'attendront. Patiemment. Tu peux poser ton crochet 1 mois, 2 mois, 1 an, 20 ans. Ils seront toujours là à attendre quand tu voudras recommencer. Alors, te mets pas la pression. Si tu ne sens pas l'envie de crocheter, pour une raison X ou Y, pose ton crochet, respire un coup, va boire un verre d'eau et reprends plus tard. C'est pas un signe de faiblesse, c'est un signe d'intelligence, de compréhension de soi aussi. Le crochet, c'est une pratique douce et vivante. T'apprends à t'écouter. Donc quand tu rates un point, ce n'est pas un échec, c'est une expérience. Tu viens d'apprendre une façon de ne pas faire les choses, et ça c'est précieux. Alors ne laisse pas la frustration voler ta joie de créer. Ne laisse pas un granny tordu ou une tension un peu capricieuse te faire croire que tu n'es pas faite pour ça. Tu n'as pas échoué, tu es juste en train d'apprendre. Et même si tu poses ton crochet aujourd'hui, souviens-toi que tu peux toujours recommencer demain. Le fil l'attendra, exactement là où tu l'as laissé. Erreur numéro 15, crocheter dans le noir. Oui, celle-là, on l'a vu venir, oui. Tu crois être tranquille, installé dans ton coin cosy avec ta petite lumière tamisée, puis soudain, t'as les yeux qui hurlent à l'aide. Résultat, tu rates une maille sur 2, tu piques dans le mauvais brin, et ton dos commence à se tendre aussi. Sans parler du moment où tu te rends compte le lendemain matin que ton ouvrage ressemble en fait à un film d'horreur à cause de la lumière de la veille. On oublie souvent que le crochet, c'est quand même un geste de précision aussi.
C'est pas piqué comme ça, là, comme ça au hasard. Tes yeux, tes mains, ton cerveau doivent travailler ensemble. Si tu veux que ce trio fonctionne bien, eh bien, il faut une bonne lumière. Une lumière naturelle ou une lampe lumière blanche. Une chaise confortable qui soutient ton dos. Et surtout, des pauses. Même 5 minutes toutes les demi-heures pour s'étirer. Donc le bon combo, lumière claire, posture droite, mais détendue quand même. Et si on veut une ambiance cosy, on s'allume une petite bougie, un petit peu d'encens qu'on veut. Si tu crochettes le soir, en tout cas, investis dans une lampe tour de cou, ou une lampe sur pince, ou une frontale. Tes yeux te remercieront. Et surtout, choisis des fils clairs pour les projets de soirée. Parce que si, en plus, tu combines fil foncé avec ambiance foncée, tu verras plus rien. Donc le noir, le bleu marine, le bordeaux, oui, ce sont de très jolies couleurs, mais ce sont les pires ennemis pour les lumières faibles. Crocheter dans le noir, tu peux le faire, mais clairement, c'est à tes risques et périls. Donc, on s'éclaire, on s'installe confortablement, et on avance comme ça, parce que c'est très bien comme ça. Autre erreur, oubliez que le crochet est censé nous détendre. On l'oublie souvent, bien plus souvent qu'on ne le croit, mais le crochet à la base, c'est pas une performance, c'est pas un concours de vitesse non plus, n'est pas une course à la perfection, c'est un moment pour toi. Et pourtant, combien de fois on se retrouve à pester contre une maille ou un point qui ne tombe pas si bien que ça? À force, on transforme notre loisir préféré en examen de maths. On recompte, on défait, on soupire, on s'agace. Et petit à petit, le plaisir s'en va. T'as l'impression d'être jugé à chaque maille, quoi. Tu peux crocheter lentement. Tu peux faire et défaire. Tu peux poser ton projet pendant un mois et y revenir plus tard. Personne va te noter. Faut pas oublier que le crochet, à la base, c'est une méditation. Ça doit t'ancrer dans le moment présent. Ça doit pas te faire souffrir le martyre. Donc quand tu sens la crispation se monter, quand tu sens que tu commences à t'énerver, pareil, on pose le crochet, on respire. Et on revient quand on est plus calme. Le crochet, c'est pas une épreuve à réussir avec des notes et compagnie. C'est un refuge, un moment pour se recentrer, créer, respirer. Le crochet, il a pas besoin d'être parfait. Il a juste besoin d'être paisible, d'être tranquille. Enfin, on va terminer cette vidéo avec les différentes erreurs de finition et d'entretien que l'on peut faire en crochet. On va commencer par le fait de mal rentrer les fils. Tu termines ton projet, tu admires ton travail tranquille, et là, ces fameuses petites queues de fil qui commencent à dépasser et te regardent avec un air de défi. Allez, vas-y, coupe-moi là, coupe-moi. Et souvent, on le fait, on coupe trop court, beaucoup trop court. Et tu te retrouves du coup avec un projet qui se défait complètement parce que tu as coupé trop court. En fait, le fil, il a du mal à trouver sa place dans l'ouvrage. En coupant trop court, c'est comme si t'arrachais le pansement avant que la plaie soit refermée. T'as les mailles qui se défont au lavage, le fil qui glisse et qui ressort, et le projet que tu es mettant commence à s'effilocher au bout de 2 semaines. Un seul mot qui vient, tragédie. Alors comment faire? Déjà, on rentre les fils dans plusieurs directions, pas juste en ligne droite, en zigzag comme ça, dans les mailles, pour créer un vrai ancrage. Ensuite, on ne tire jamais trop fort non plus. Sinon, tu déformes les mailles, le fil devient tendu, c'est effroyable. Et on laisse surtout toujours 10-15 cm de fil pour pouvoir rentrer ça proprement. Mieux vaut trop que pas assez. Et si ton fil est un fil glissant, type coton, bambou, etc., tu fais un aller-retour en piquant dans l'autre sens, tu fais un nœud en plus, t'hésites pas à sécuriser quoi. Rentrer ces fils, c'est pas une corvée. C'est le dernier geste d'amour que tu fais à ton ouvrage, donc ne bâcle pas cette partie. Autre erreur qui arrive très souvent et que je vois très souvent en crochet, parce qu'on pense qu'on peut y échapper parce que c'est du crochet et pas du tricot, sauf que non. Zapper le blocage. C'est l'étape que personne n'a envie de faire, comme l'échantillon. Et c'est normal, tu termines ton projet, tu l'aimes, t'as envie de le porter. Et là, j'arrive et je te dis, maintenant, faut bloquer. Et toi, tu penses, faut faire quoi? Le mot blocage, oui, ça fait peur. On imagine un processus technique, hyper long, hyper relou, quoi. Alors qu'en réalité, c'est juste un bain, laisser sécher, un peu de patience, c'est terminé. Et il y a beaucoup de débutants et de débutantes qui le néglige. Le blocage, c'est ce qui va permettre de redonner sa vraie forme à ton projet. Quand tu crochettes, ta tension, elle varie un petit peu. Il y a certaines mailles qui se tordent, le fil garde la mémoire de tes gestes. Tiens, regarde là, par exemple, mon châle là, que je suis en train de faire. Si je le bloque pas, il ressemblera à un vieux truc tout chiffonné. Et c'est normal, au début, que ça ressemble à un vieux truc tout chiffonné. Mais une fois bloqué, il va se déployer, il va être magnifique. Les mailles vont se régulariser. Le motif va s'ouvrir, le rendu va devenir propre, net. Et c'est pas la peine de me dire non mais moi j'en ai pas besoin, mes mailles elles sont régulières. Non, tu en as besoin. Tout le monde en a besoin. Le blocage ça existe depuis 200 ans. Donc c'est pas pour rien que c'est là. C'est parce qu'avant nous, il y a des femmes qui ont testé, qui ont dit « Ah quand même, ça serait bien de le bloquer parce que c'est pas très droit ce truc. » Comment faire ça simplement? Tu humidifies ton ouvrage, donc soit en le vaporisant avec un spray d'eau, soit en le trempant 10 minutes dans de l'eau à température de la pièce. On essore sans tordre, c'est pas une serpillière. On enveloppe ça dans une serviette, on presse délicatement, on épingle l'ouvrage à plat, on laisse sécher. C'est fini. Par contre, on fait pas sécher ni au soleil direct, ni à côté du radiateur. Sinon tu peux dire ciao bye bye à l'élasticité de ta fibre. Pas de sèche-cheveux non plus, pas des trucs extrêmes. On le laisse sécher à l'air libre, tranquille. Le blocage, c'est la touche finale de l'ouvrage. C'est ça qui va le rendre vraiment propre. 19e erreur,
Sur-rembourrer les amigurumi. Je sais, tout le monde adore les amigurumi, ces petites créatures absolument adorables. Sauf qu'on a toujours tendance à trop les remplir. Parce qu'on veut qu'ils soient bien dodus, bien formés, bien fermes. Et le résultat, en fait, c'est souvent des mailles qui s'écartent, des trous entre les mailles, un visage déformé, avec une bosse là et un creux là, et un amigurumi qui est plus dur qu'une balle de tennis. Le secret, c'est de bien doser. On ajoute le rembourrage petit à petit, en couches, pas une grosse boule d'un coup. On le fait avec les doigts, on modèle doucement. Le rembourrage doit remplir, pas étirer. Si on voit les mailles qui s'écartent, pas bon signe. Donc trop de rembourrage, c'est pas mieux. Et ça déforme complètement ta structure. Les bras tirent, la tête s'aplatit, le corps perd complètement sa forme, c'est catastrophique. Un bon rembourrage, c'est comme un bon matelas. C'est ferme, mais c'est souple. Ça garde la forme sans éclater les coutures ou les mailles. Moi, ce que je te conseille, c'est d'utiliser ça, donc c'est-à-dire le manche de ton crochet, pour répartir la ouate dans les coins ou dans les membres un peu fins, type les bras. Et quand tu crois avoir fini, avant de terminer tout, tu fais un test, chouic chouic, comme ça. Si ça garde un peu de moelleux et ça rebondit un petit peu sous les mains, c'est nickel, c'est ce qu'il nous faut. Si ça reste super dur, c'est pas bon, il y en a trop. Un bon amigurumi, c'est pas un ballon de foot ni un ballon de basket, hein, c'est pas dur comme ça. Non, non, c'est une petite peluche qui est censée être douce, vivante et moelleuse. Donc on y va doucement. Et surtout, rappelle-toi, plus, c'est pas forcément mieux. Si tu devais retenir une seule chose dans cette vidéo, c'est celle-là. Toutes ces erreurs font partie du voyage et de l'apprentissage. Personne, absolument personne, n'a commencé le crochet avec des mailles parfaites. Pas moi, pas toi, pas même celles qu'on regarde sur Instagram. Chaque projet tordu, chaque granny difforme, chaque pull trop serré, c'est ton apprentissage. Et c'est ça le vrai secret. Le crochet, c'est apprendre à rater pour mieux réussir. Tu n'es pas nul, tu es en chemin. Si ton premier carré ressemble à un losange, c'est parfait, ça veut dire qu'au moins tu as commencé. Tu t'es lancé, t'as osé faire quelque chose de nouveau avec tes mains, avec ton temps. Donc si tu veux rire aussi un petit peu en commentaire, partage-nous en commentaire quelle est l'erreur que tu as faite au début. Genre la méga grosse bourde. Je sais pas moi, ce moment où t'as crocheté dans la mauvaise maille, où t'as cru que ton bonnet allait être un bonnet et en fait tu t'es retrouvé avec un dessous de plat. Ces moments-là, ce sont nos badges d'honneur. Et tu verras en lisant les commentaires, tu comprendras que la communauté du crochet est remplie de bienveillance, d'humour, d'autodérision aussi, et surtout de résilience. Et si tu veux éviter les galères que je t'ai citées aujourd'hui, et surtout comprendre pourquoi elles arrivent, et comment les corriger, je t'ai préparé un guide exprès pour toi. 100% gratuit, c'est cadeau. Un guide anti-erreur. Tu sauras les solutions pour les éviter et les solutions pour les corriger. Tu peux télécharger ça gratuitement, c'est à retrouver dans le commentaire épinglé ou dans la description. Et si cette vidéo t'a plu, eh bien je te conseille d'aller voir ma vidéo 10 astuces crochet pour s'améliorer tout de suite. C'est dans la droite ligne de ce qu'on a vu aujourd'hui. Ça va te permettre de progresser avec des super techniques et des super astuces que tu connais certainement pas. Et voilà, si cette vidéo t'a plu, n'oublie pas de mettre un petit pouce bleu, de me laisser un petit commentaire et moi je te dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao ciao!